Un jour, un homme arriva dans une ville, une valise d'émigrés à la main. C'était il y a longtemps, très précisément en 1925. La ville s'appelait Paris, et vers cette ville convergeaient les rails venant de l'Est, Berlin, Varsovie, Bucarest. Puis, les trains marquaient tous une pause, plus loin c'était la Russie, et l'écartement des rails y était différent. L'homme qui ce jour-là arrivait à Paris s'appelait Nestor Ivanitch Makhno. Nestor, fils d'Ivan. Il était paysan. Son pays s'appelait l'Ukraine. Il arrivait ici après 3 ans d'errance, camp de réfugiés en Roumanie, prison en Pologne, procès, acquittement, poursuivi par une demande d'extradition. Extradition refusée car, dit la note diplomatique, s'il rentrait dans son pays, il risquait, avec sa femme et sa fille, la peine de mort. Le messager anarchiste, numéro 1. Adressez le courrier, 14 rue du Paradis à Berlin, juillet 1923. Nous commençons aujourd'hui la publication des souvenirs de Nestor Makhno, un document d'une valeur exceptionnelle pour tous ceux qu'intéressent et la personnalité de l'auteur et le rôle que son mouvement a joué en Ukraine au sein de la révolution russe. Chapitre 1. Quelques épisodes de ma vie avant la révolution de 17. Mon père était un ancien serf du propriétaire Chabilski, qui vivait dans une de ses propriétés à 7 verstes de Goulial-Polye, province d'Ekaterinoslav. Ce récit, commencé à Berlin, Nestor Makhno le poursuivra ici, à Paris, jusqu'à sa mort, pendant 9 ans d'écriture nocturne, derrière les fenêtres étroites des chambres de fortune. Il interrompit derrière les fenêtres de l'hôpital Tenon, près du cimetière du Père-Lachaise. Ce récit était celui du mouvement insurrectionnel paysan makhnoviste d'Ukraine, communément appelé la Makhnovtchina, qui pendant 4 ans, 1917, la révolution de février, 1921, fin de la guerre civile en Russie, en arriva à brasser plus de 2 millions d'hommes et de femmes sur un territoire grand comme la moitié de la France, entre le Don et le Dniepr, les 2 fleuves de la légende cosaque. En 1957, les studios Mosfilm adaptent pour l'écran le roman célèbre d'Alexis Tolstoï, Le chemin des souffrances, devenu la version officielle de la guerre civile. 3e épisode, Le matin sombre. Nous sommes en Ukraine, en 1918. La révolution d'octobre a 1 an à peine, c'est l'automne. La guerre, la grande, est terminée, mais la guerre civile déjà menace de partout. C'est jour de marché à Goulial-Polye, fief du chef paysan Nestor Makhno. Батько Махно, атаман гулял и пил. Но только немногие догадывались, что он хитрит, тянет время. В эти дни ему надо было принимать большое решение. С 3 сторон надвигались враги. Из Крыма и Кубани деникинцы, с севера большевики, с Днепра петлюровцы, только что занявшие Екатеринослав. В какую сторону повернуть пулеметные тачанки? Et plus d'un demi-siècle plus tard, c'est jour de marché à Goulial-Polye. О, ми знаємо те, що він за бідних, яка стояв горою. Поняли? А як щось те, він тікає, бо його ж б'ють. Гуляй-Поле був як штаб республіки. Республіка була, да. Отак у залі покладуть, приколять штиками руки і ноги, заводять патефон, той, що то з трубами було, грамофон, і танцюють. Наші діди і батьки. Махно робив. Махно хороший. Не так, як тепер.
Макно Ігор Анатолійович. Що ще сказати? Работаю, живу, трудюсь на городі, цибулю садити. Що ще? Все нормально. Жизнь йде. Контора пише. Не женився ще, правда. Оце. Бабушка заставляє, не хочу. Так розказували мама, що ну, він не бандит був, такий, як його оце зробили. Намалювали. Намалювали бандита. Він кого зря не вбивав. Не той. Він перший у нас у Гуляйполі комуну організував. Оце. У багатих забирав корови, коні і туди в комуну. А бідні, в кого ж не було нічого, йшли туди, там жили. Ну, вона недовго комуна та просуществувала, понятно? Вона ж то революція таке було. Вот на этом месте во время Великой Отечественной войны мама моя спрятала документы о Несторе Ивановиче Махно. И потом она мне после войны это все склеила и передала. 5 frères, tous fauchés par l'histoire. Les 2 aînés, Carpa et Emiliane, fusillés devant chez eux, parce qu'ils s'appelaient Machno. Les 2 plus jeunes, Sava et Grisha, tués, en combattant aux côtés de Nestor, le cadet. Il y a un carré des Machno au cimetière de Goulier-Poilier. Ici, à la fête des morts, qui est aussi fête du printemps, ce ne sont pas les vivants qui viennent saluer les morts. Ce sont les morts qui reviennent, partager le repas des vivants. Оце самий старший брат його, Карпо. Це його син. Тільки нема дядька Савки, дядька Грицька. Нема. І дядька Нестера нема. Le seul monument de toute la région portant le nom de Nestor Machno est à 20 km de Goulier-Poilier. Ici sont enterrés les soldats de l'armée rouge tués pendant la guerre civile de la main du bandit Machno en 1920. Les mots que l'on grave sont là pour l'éternité. Les mots que l'on dit appartiennent au vent. Et tout alors se met à bouger. Бабушку забрали, і часові стоять на дверях. І бабушку ж туди пропустили, а маму не пускають. А мама каже, я так от штукнула того часового і туди вскочила. Він сидить і саме на бабушку. Що ти, мать твою, так і об столик кулаком. А мама в отані. Та тіди на його. Слухай, Микола, а чого ж ти йому не узнали його? А він свадьбу гуляв у Махна, спирт пили, гуляли в кургоні. А мама його знали. Та кажуть, слухай, Микола, а чого ж ти йому не казав, що він не по правильній путі йде? Була б ще змахнув, я б зараз до нього пішов би, аж гайда шумів. Це точно. Бо зараз вже життя така надоїла. В молодости, после института, работал тренером и сам тренировался, выступал. Я-то слышал о нем, мы все о нем слышали, вернее, и видели его по фильмам. Да. Ну и так далее. Ну, тут что-то... Mikhail Mikhailovitch, l'entraîneur des poids et haltères, a parcouru pendant 10 ans les villages, recueillant les témoignages, recoupant les faits. Это Махно. Это Махно и повстанчество. Потому что обязательно это слово обязательно должно присутствовать, мне кажется. Слишком большая тема. Même le tir pour les enfants de Goulier-Poilier a de l'histoire de Machno, sa version. Il suffit de poser les bonnes questions. 3 couleurs, rouge, blanc et la cible noire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait tourner les moulins? Qu'est-ce qui pique du nez si on l'ajuste? Il y a même le chat du poème que tous ici connaissent par cœur.
Au cou, il porte la chaîne en or. Il va à droite et la chanson commence. Il va à gauche et c'est l'histoire qui se raconte. Au début, un mot, la terre, immense comme ce mot, si riche que les envahisseurs l'emportent par chariot entier. L'Ukraine, Okraïna, à la limite de. S'y sont croisées et recroisées les traces des envahisseurs, celles des anciennes républiques cosaques et celles des cosaques devenus mercenaires, celles des révoltes paysannes, celles des colons que le pouvoir impérial envoyait peupler les steppes que l'on appelait Diki Poli, le champ sauvage, et les rendre dociles. S'y sont croisées et recroisées les langues et les manières différentes de nommer et la terre et le ciel qui l'aborde, en polonais, en allemand, en russe, en grec, en yiddish, en ukrainien. Au centre, une bourgade, Gouliaï Poilier, qui veut dire le champ libre, celui que l'on sème et que l'on arpente, champ de foire aussi, et des grands marchés paysans. Au début de ce siècle, Gouliaï Poilier avait 16 250 habitants. Il y avait 3 églises, dont une à 3 clochers, une synagogue, 5 écoles d'agriculture, 3 lycées, une école allemande, 2 écoles juives, une bibliothèque, un théâtre. Il y avait 3 moulins, des fonderies, dont la plus importante était la fonderie Kerner. Ivan Radionovitch Makhno, le père de Nestor, quand il fut affranchi du servage, s'y engagea, comme cocher de M. Kerner, le propriétaire. Puis il mourut, laissant une veuve et 5 fils, sans terre pour les élever. Nestor, le cadet, y travaillait un temps comme apprenti, dans cette usine, où avant que d'être ouvriers, tous, ici, sont paysans. Et c'est dans cette usine aussi qu'à la pause du déjeuner, pendant la partie de domino traditionnelle, furent apportés de Paris les textes de Nestor Makhno, retrouvant pour la toute première fois ceux pour qui ils avaient été écrits. Во-первых, я считаю необходимым предупредить читателя, что в этом очерке недостает ряда весьма важных характерных постановлений и воззваний Гуляйпольского крестьянского союза, Совета крестьянских и рабочих депутатов и идейного вдохновителя Гуляйпольской de leur крестьянской inspirateur группы, direct, le groupe она anarchiste коммунистов, communiste, которые, стремясь объединить qui s'est toujours attaché avec une constance admirable à réunir les paysans et les ouvriers de cette région, leur expliquant le sens et la portée des événements, leur exposant les buts des travailleurs en général et ceux des anarchistes communistes, plus proches de la mentalité paysanne en particulier. Malheureusement, je ne possède pas de photographie de ces révolutionnaires inconnus, mes amis paysans surgis du plus profond du peuple ukrainien. C'étaient de véritables natures paysannes, ne sachant ni mentir ni tromper. Il était difficile de les convaincre, mais une fois qu'ils avaient saisi l'idée, qu'ils l'avaient vérifiée par leur propre raisonnement, ils exaltaient ce nouvel idéal partout, en toutes occasions. Mon seul regret, que ces mémoires ne voient pas le jour en Ukraine. La faute en est aux circonstances et je n'y puis rien. Nestor Makhno, Paris, 1926. Я вчитель історії місцевої школи. Працював у цій школі більше 30 років. І скільки я пам'ятаю, моєї роботи в школі я займався збором матеріалом за події громадянської війни, які відбувалися в нашому краї. А от в цій папці у мене самий цінний матеріал, який поміщений в цих документах, це, звичайно, та програма анархістського руху. І вона, по суті справи, на сьогоднішній день перед нами постає не такою, яку ми нам преподносили, а яка вона була в дійсності. Nous sommes au tout début du siècle, de nouveau à l'usine Kerner. Nazar Zoïtchenko y est apprenti fondeur. Il a 14 ans. Son récit s'est conservé, miraculeusement transmis de père en fils. À Gouliaï-Poilier, nous avions un groupe de théâtre amateur de très haut niveau dont je faisais partie. Un jour, le jeune Nestor Makhno est venu me voir à l'atelier pour me demander s'il pouvait y participer. J'étais un peu étonné car il était de très petite taille,
et c'est ainsi que nous nous sommes connus. L'usine aux ouvriers, la terre aux paysans. La terre aux paysans, c'est déjà une formulation moderne. Il y en a une autre, plus ancienne, née au siècle dernier de l'arrachement combien douloureux au servage. Terre et quoi? Comment traduire le mot utilisé, volia, qui en russe veut dire à la fois liberté et volonté et espace sans limite? Вот сейчас я вам прочитаю архивные материалы о революционных событиях в наших краях за 905 год. Имею честь доложить вашему превосходительству, что и по дополнительным сведениям, оставленным мне в имении штаб-ротмистера Мазаракия, продолжается самовольное расхищение хлеба, кормов, зерна не только местными крестьянами, но и крестьянами соседних деревень. À Goulet-Polje se forme l'Union des laboureurs pauvres, autour d'un jeune paysan, Valdemar Antony, de parents tchèques, qui avait vécu un temps à la ville et avait rejoint les groupes anarchistes. C'est la révolution. Nazar l'apprenti, avec tout le groupe de théâtre de l'usine, vient rejoindre le mouvement. Et aussi Nestor Makhno. Il a 16 ans. Zarathustra, c'est ainsi que nous appelions Antony, nous ramener des vivres et aussi des armes pour la lutte révolutionnaire. Chaque soir ou presque, nous, paysans n'ayant que peu de connaissances, nous nous réunissions dans un pré ou dans une ferme ou dans une grange autour des livres. Et c'était pour moi des soirs pleins de lumière et de joie. Nous lisions tout, Proudhon, Bakounine, Kropotkin, l'histoire de la culture. Mais surtout, nous nous passionnions pour l'astronomie, les planètes, les étoiles et l'histoire de l'apparition de l'homme sur la Terre. En réaction, les propriétaires ont créé l'Union des Russes véritables. Parmi les ouvriers se sont trouvés aussi de ces Russes véritables. Leur slogan était simple, « Tue le Youpin, sauve la Russie ». Et ils organisèrent des pogroms. Nous décidâmes alors, avant qu'il ne soit trop tard, de les combattre. Les Russes véritables rentrèrent sous terre. Ce fut notre première victoire. 1er mai 1907, jour de manifestation interdite à Goulet-Polje. Tous ici sont recherchés par la police. C'est la première photo souvenir. À partir de là, tout s'enchaîne. Retour à l'ordre, répression, clandestinité, dénonciation, fusillade, arrestation, condamnation à mort. 50 jours à attendre. On se sent à moitié descendu dans la tombe, les doigts qui dérapent à la surface de la vie. La peine de mort de Nestor Makhno est commuée en détention à vie, vu, écrit-il, mon jeune âge au moment des faits et les démarches incessantes de ma mère. Les rails, ces années-là, croisent, entremêlent et recroisent les destins de générations entières. Au nord, un étudiant révolutionnaire, Vsevolod Eichenbaum, dit Volin, de Voile, la liberté, arrêté, s'évade. Au sud, un ouvrier, Pierre Marine, dit Archinov, de Archin, la mesure de la terre, se fait arrêter. Il est convoyé vers la prison politique de Moscou, vers laquelle le paysan Makhno, lui, est transféré. Ils seront 3, à écrire chacun à sa façon l'épopée makhnoviste. Nestor Makhno, boulet aux pieds, tuberculeux, mais prisonnier politique, donc ayant droit aux réunions et aux livres. La bibliothèque de la prison alimentée par les perquisitions est riche. Je lisais tout, l'histoire, la géographie et surtout les mathématiques. Et c'est à travers les livres que Nestor Makhno va rencontrer Pierre Archinov et son rêve infracassable, l'imprimerie libertaire. Si les textes du mouvement makhnoviste n'ont pas totalement disparu, ce sera grâce à lui et à ses doigts tachés d'encre. L'Allemagne et ses alliés déclarent la guerre. La Russie mobilise. « 1915, 1916, 1917. La révolution de février. Le tsar abdique. Les prisons s'ouvrent. Parfois elles brûlent. Amnistie pour les politiques, qui sortent au jour, en long cortège, encore sous escorte. Nestor Makhno est sans doute là, parmi les revenus d'entre les morts, comme on les appelle. 8 jours pour réapprendre à marcher sans boulet.
Moscou devient un livre, les rues en sont des lignes, et les mots se regardent comme s'ils étaient vivants. Archinov reste à Moscou. Makhno reprend le train et retourne à Gouliaï-Polé. Il a 28 ans. Dix ans de détention n'avaient en rien ébranlé ma foi dans la force créatrice d'un travail libre, fondé sur l'égalité et la solidarité. C'est avec cette conviction que je rentrais à Gouliaï-Polé, où j'étais né, où j'avais laissé tant d'être cher, et où je le sentais, je pourrais être utile au milieu de la grande famille des paysans, là où s'était formé, il y avait tant d'années déjà, notre premier groupe. Тут же вже там, які знають, Нестір прибігли же, бабушки сказали, а він іде, як розлітай той. Там жакетина якась на йому через плечі, сумка. Ну що він буде? Коли він прийшов, як у хату, як висипав, самі книжки, журнали. Оце з тюрми прийшов, з віщами. Все вот эти, так сказать, исходящие из Петрограда декреты, постановления, они все опаздывали. Они очень сильно опаздывали, понимаете? И потом смена власти повлекла за собой безвластие. И людям трудно было вот этот призыв к самодеятельности, это сложная штука. Одно угнетало. J'étais vivement préoccupé par l'insuffisance de mes connaissances théoriques devant les problèmes immenses que la Révolution nous posait. Et je savais que tel était le cas 9 fois sur 10 dans les milieux qui étaient les nôtres. Nous vivions un événement d'une importance exceptionnelle. J'étais intimement persuadé qu'il nous fallait non seulement travailler à élever notre propre idéal, mais surtout à ne pas en empêcher le développement chez les autres. Et pour cela, nous, le groupe anarchiste communiste de Gouliaï-Polé, nous étions seuls. Допустим, нам, по нашим идеологии, анархист-коммунист, это, допустим, несовместимо. Почему? Это, нет, ну, допустим, по нашей бывшей коммунистической идеологии, это несовместимо. Раздробили да. по полочкам. Вот анархисты, вот коммунист. А вот именно этот симбиоз, анархист-коммунист, это своя théorie. En ce début d'année 17, dans les bourgs et les villages, il n'y avait pratiquement aucun représentant de parti, aucun bolchevique ou alors de passage. Quelques groupes socialistes révolutionnaires dans les villes. Cette solitude et la détermination de quelques-uns va être la marque de ce qui va se développer ici pendant les 9 mois qui séparent février, la disparition de l'ancien pouvoir, d'octobre, l'établissement d'un nouveau pouvoir parlant au nom de la Révolution. Printemps d'histoire, printemps d'Ukraine. Le premier pour Nestor Makhno après une interminable adolescence passée au fond des cachots. Le gouvernement provisoire de Petrograd, l'enneigé, avec ses cortèges, ses luttes de tendance, de partis de couloir, est à 1000 lieues d'ici. Et personne encore de mémoire d'homme n'a lié dans la réalité et au sein d'une même phrase les mots révolution, ouvrier, paysan et le vieux mot soviète qui veut dire conseil. Они собрали громадный материал. Что представляет собой вот этот район в земельном смысле? Кто владеет землей? Сколько людей могут обрабатывать? Кому сколько? Это все не с бухты-барахты. Это все было очень серьезно сделано. Разговаривал с людьми. Подавляющее большинство относилось дружелюбно. Нас 10 сім'ї було. Усі свій коваль, свій портний. Свій плотник, свій вкривальщик, усі таке, що і ткач, і все ми робили. Це село було панське, у нас пан Явецький, а він сам поляк. І моя прабаба виміняна за собак, за хортицю, сюди. А оце село вільне було, по той бік річки. Уже як від селя туди вони втечуть,
вже цей не має права зайняти. У нас був оце брат мій старший, ну його немає, його репресували. Тоді зять один, зять другий у Махна був. А за що його репресували? За те, що був у Махна. Шинкаря парилу, шинкаря парилу, не люби нашу Арину. 1 мая 1917. 1er mai 1917. Cela fait 10 ans que je n'ai pas participé à cette fête ouvrière, et je m'y prépare avec joie. Je dors la nuit sur une table, et le jour, je cours de l'usine aux réunions des villages, des réunions avec les instituteurs, aux réunions avec les délégués que nous envoient les campagnes pour s'informer. En quelques semaines d'une activité débordante, s'organisèrent de nouvelles élections au comité de la ville. Et fallait-il le contrôler, et comment? Furent créées l'Union des paysans, et à l'usine Kerner, l'Union des ouvriers métallurgistes, dont Makhno fut nommé président. Furent discutées dans les prises de parole qui se multipliaient ce qu'était une coopérative, ce qu'était une commune, ce qu'était une union, un délégué et le rôle d'un soviet, organe d'un pouvoir ou organe de liaison. Et faut-il prendre les terres? Et que veut dire prendre la terre? Тоді нам казали, як анархіст він, розумієте? Ну, а більше за те, що він оце ж за самостійність, він за ті забідники, як би вам сказати, оце таке він, ну, стояв він за народ, як за народ він стояв, розумієте? Оце таке. Одне оце крупне. Пролетарии мира, идите вглубь к себе и там ищите, и творите правду. Больше вы ее нигде не найдете. Так заповідує нам русська революція. Та що там? У нас же влада робить нам. Ще одна революція пустає, бо вони що? Ставлять нас, та і що? Нема здавати саме. Нема здавати, я кажу, як у вас. Міліція, армія, а в нас один профсоюз і більше ж немає. Я ні за що не відповідаю. Я ні за що не відповідаю. Якщо я за щось би відповідав, що це моє, допустимо, я вже чувствував себе хазяїном. Я повинен старатися, щоб воно було, чи як воно там повинно бути. А так я себе нічим не чувствую, ніким. А що треба зробити, щоб ви відповідали? Революцію. Революцію. Так, ще треба революцію. Тільки В першу чергу падає в око, що задовго до Великої жовтневої соціалістичної революції він, по суті справи, створив радянську владу в Гуляйполі. Це дуже важливо. Дуже важливо. Le général blanc Kornilov marche sur Petrograd, prémisse de la guerre civile. То было утро 29 августа. C'était le 29 août au matin. Il y avait meeting sur la place de Gouliaï-Polye quand le facteur apporta les nouvelles du danger menaçant la révolution. Ainsi commence le récit de cette journée où fut prise la décision de créer, vu l'urgence, un comité de défense de la Révolution qui nomma Makhno responsable. Puis, après une nuit de réflexion, de désarmer les propriétaires, d'abolir les privilèges et d'appliquer ce premier décret sur la terre, tel qu'il avait été discuté ici pendant des mois, de village en atelier. Это первая акция, первая в Российской империи. Это надо знать, это надо отметить. История должна это знать. И он здесь, правда, я повторяю, вот по самодеятельному. Он собрал тут все эти документы на владение землей, экономией помещиков там и так далее. Все это сжег. То есть придал анафеме бывшее и начал создавать новое. Voici qu'est venu le moment de réaliser le rêve séculaire. Le peuple est souverain sur sa terre, et nous, paysans, nous avons la responsabilité d'accomplir un tel acte. Le partage des terres récupérées se fit en automne, car il était urgent d'organiser labour et semailles. Il était prévu de donner à chaque famille, selon son importance, 1 ou 2 paires de chevaux, 1 ou 2 vaches et les outils indispensables. S'organisèrent 4 communes autour de Gouliaï-Polye, et d'autres plus loin que je connais moins car je n'y ai pas participé. La participation aux communes était volontaire. Les paysans qui décidèrent de devenir communards se groupèrent par famille ou par affinité. Il y avait quelques paysans anarchistes, mais la majorité ne l'était pas. Il y eut de nombreuses discussions sur le choix des semences. La question de l'enseignement fut aussi débattue. Les communes ne voulurent pas rétablir le modèle ancien. Le choix s'arrêta sur celui des écoles libertaires de Francisco Ferrer,
dont nous avions lu des rapports dans les brochures. Comme aucun instituteur n'était au courant, on décida d'en chercher de plus qualifiés dans les villes, et la première année de faire venir simplement des personnes capables d'enseigner. Prise de pouvoir par le parti bolchevique. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Prix 15 kopecks. Lundi, édition du soir. 30 octobre, 12 novembre 1917. Numéro spécial. Décret sur la terre. Promulgué à la réunion des soviets des députés ouvriers et des soldats le 26 octobre à 2 h du matin. Premier point. La propriété privée de la terre est abolie, sans contrepartie financière. Ну, іменно ж це ми знаходимо і в програмі Махно. А в чому різниця? А в чому різниця? Ви розумієте, що можливо різними методами вони здійснювали це. Ведь Махно ж виступав проти всякого керівництва і проти всякого насильства. Ну а тут, по суті справи, нам насаджували це. Хто б обрав? Ну тепер, якщо виходить із сучасних матеріалів, які ми отримуємо, анархісти були праві. Утверждаю, что в первые 2 месяца... Je peux affirmer que pendant les 2 premiers mois, ceux qui en Ukraine se regroupaient autour des conseils se réjouirent du coup d'État d'octobre, car ils reconnaissaient qu'à la base se trouvaient les principes d'une véritable révolution, venant des profondeurs des villages et des ateliers enfin réveillés, tout en restant vigilants, car les premiers commissaires arrivaient avec les premières directives, les premières inspections. Les paysans venaient nous voir. Nous sommes des gens obscurs, disait-il, il faut nous expliquer. Eux viennent, crient, puis s'en vont. Et après ils disent que le paysan est contre le pouvoir des soviets. La création d'une vie révolutionnaire libre du peuple est une question immense, profonde et sans limite comme l'océan. Et tout pouvoir qui prend sur lui-même la hardiesse de créer cette vie en exigeant pour cela la soumission du peuple s'enferme dans un problème insoluble. Nous qui sommes les enfants de cette révolution et les enfants des peuples laborieux, nous allons créer notre destin ici, dans nos villages et nos hameaux. Nous élaborerons une solution qui ne soit pas porteuse d'humiliation, mais de responsabilité. Que les communes paysannes, les unions libres des ouvriers des villes, préfigurent de véritables communautés de travail. Nous passant des commissaires et autres pouvoirs exceptionnels, nous devons juste renforcer la conscience de notre démarche et l'appliquer avec force à tous les domaines de notre vie. Offensive allemande contre la Russie des soviets. Le commissaire du peuple, Léon Trotsky, part signer une paix séparée avec l'Allemagne. En contrepartie, la Russie abandonne l'Ukraine. Les troupes allemandes entrent à Kiev, ramènent dans leur sillage les anciens propriétaires et forment un gouvernement national ukrainien de collaboration. À Gouleïpole se créent des groupes de défense de la ville. Nestor Makhno part à la recherche des troupes bolcheviques qui stationnent encore en Ukraine. En avril, Gouleïpole est occupé. C'est sur le quai d'une gare de passage que j'ai appris l'occupation de Gouleïpole. Quant à la fuite des forces révolutionnaires, je la voyais tout autour de moi. Quelque chose d'incompréhensible et de lourd me serrait le cœur. Une telle angoisse que je me couchais là, sur le quai, sans penser pouvoir repartir. C'est l'exode. Les insurgés de Gouleïpole, redevenus clandestins, réussissent à se passer le message. Rendez-vous dans 3 mois. D'ici là, que chacun tente de comprendre ce qui paraît à tous une trahison de la Révolution. Je voulais remonter jusqu'à Moscou, rencontrer les anarchistes de la capitale et prendre la mesure des intentions du nouveau pouvoir. Pour arriver ici, Makhno avait erré d'une gare à l'autre. C'est d'une image à l'autre que dans cette ville il va marcher. D'un côté, celle de ce pouvoir qui depuis 6 mois était ouvrier paysan et avait pris la décision d'abandonner l'Ukraine. De l'autre, l'image de la prison de Petrograd, brûlée lors des journées de février qui libérèrent les prisonniers. C'est dans cet espace, de fenêtre en fenêtre,
que va se prendre la mesure de la distance qui sépare les mots de Gulielpolia, de ceux qui désormais ici vont se battre pour occuper les pages des livres, comme on occupe une terre, à tous les temps. Première fenêtre, visite au cercle révolutionnaire. Deuxième fenêtre, visite à Pierre Kropotkin, qui, écrivit Makhno, m'accueille avec chaleur et tendresse. Troisième fenêtre, visite à Pierre Archinov, le compagnon retrouvé. Avec lui, nous sommes allés dans toutes les réunions, toutes les discussions, toutes les conférences, tous les meetings. Et je réfléchissais à ce que j'avais observé dans les usines, où régnait la pensée si répandue chez les ouvriers fascinés et crédules, qu'il fallait tout consacrer à créer non son destin, mais son pouvoir et sa dictature. Une dictature qui me séparait d'eux, car ni moi ni mes frères en travail, les paysans, nous n'étions prolétaires. Et ceci me pressait tant que je décidai de partir sans attendre. Mais pour l'Ukraine occupée, il fallait maintenant des laisser passer. Et c'est ainsi que, presque par hasard, je me suis retrouvé au Kremlin. Quatrième fenêtre, la plus improbable. Celle qui ouvre sur la rencontre entre les paysans libertaires Nestor Ivanovitch Makhno et Vladimir Ilitch Lénine, le révolutionnaire professionnel de la méthode. Pas deux stratégies, deux visions du monde. L'une fondée sur un modèle à forger, l'autre sur celui d'une démarche à affirmer. La mise en scène de la rencontre entre le bolchevique et l'anarchiste fait partie des classiques, même si de version en version le personnage de Makhno s'est radouci. Le lieu, pas le Kremlin, mais le Gulielpolia de Nestor Makhno le partisan. Le sujet, la négociation d'une alliance. L'enjeu, fonder l'impossibilité historique, idéologique et même stratégique d'une telle alliance. Tout ici est emblématique. Une partie de cartes, rouge et noire sur fond blanc. 4 partenaires. Le marin russe, porteur de la révolution d'octobre, c'est-à-dire d'un ordre déterminé par les lois de l'histoire. Nestor Makhno, le paysan, porteur dans cet ordre-là d'un désordre qui échappe à ces lois. À droite du marin, le théoricien d'anarchie, velléitaire et irresponsable. À gauche, l'officier blanc, trahissant sa classe au nom de la patrie. Еще в Париже мы начали спор с вашими большевиками. Спор не окончен. И никто еще не доказал, что Ленин прав. Вместо феодально-буржуазного государства создавать рабоче-крестьянское. Снять барский кафтан и надеть сермяжный. И у них-то будет бесклассовое общество. Что вы предлагаете? Анархия, мать порядка? Mais derrière les clichés du scénario, il y a l'écho de ce qui s'est dit, presque par hasard, au Kremlin. Chapitre 18. Ma rencontre avec Lénine. Lénine m'accueillit paternellement et me fit asseoir. Il commença à m'interroger avec son don d'organisateur le plus précisément possible. La question « Comment les paysans accueillent-ils le mot d'ordre « tout le pouvoir aux soviets en place ?» il me la posa 3 fois. Je répondis que pour les paysans, cela voulait dire que le pouvoir doit être aligné sur la conscience et la volonté des paysans eux-mêmes. Lénine me répondit alors « C'est que vos paysans sont contaminés par l'anarchie. » Est-ce un mal, lui répondis-je. Lénine me posa ensuite la question des détachements rouges, de leur lutte héroïque contre l'occupant, du manque de soutien des paysans. J'ai peur, camarade Lénine, que vous soyez mal informé, répondis-je. Vos groupes restent loin des routes et ne combattent pas dans les campagnes. Comment voulez-vous que les villages les soutiennent? Ils ne les voient jamais. Lénine se mit à rire. Vous, les anarchistes, vous écrivez et pensez au futur. Vous êtes incapables de penser au présent. Je répondis que j'étais un paysan illettré, qu'il m'était difficile de discuter un point aussi important. Mais je peux vous dire, camarade Lénine, qu'en Ukraine, en Russie du Sud, comme vous dites vous, les bolcheviks, nous sommes plongés dans le présent, et que c'est à travers lui que nous cherchons à nous rapprocher du futur, auquel c'est vrai nous pensons, et nous pensons très sérieusement. Je ne supportais plus Moscou. Ce Moscou futile et bruyant, où se mourait la révolution doucement dans le tourbillon de la politique du pouvoir. Moscou l'a perdu, que j'en étais arrivé à haïr, qui entretenait des centaines d'oisifs de la cause. Ceux des partis vainqueurs et les autres, qui se perdaient à chercher dans l'anarchie une sorte de perfection qui n'appartenait pas à la vie. Et bouillait en moi le désir de me retrouver en Ukraine, avec les gens des villages, et là, avec eux, comprendre ce qui n'avait pas été accompli, me battre contre ce qui était, mourir ou libérer l'Ukraine. Makhno apprend la mort de ses 2 frères, abattus par l'occupant. Il reçoit enfin le message de ses compagnons
lui précisant comment Gouliaï-Polé avait été pris et désarmé en avril. Mon cher Nestor Ivanitch, tous les membres du comité révolutionnaire, paysans, ouvriers, sont arrêtés et attendent d'être exécutés. 3 heures avant l'occupation, la compagnie juive nous a trahis et est passée du côté des troupes ennemies. Tous les paysans sont déprimés, la haine envers les juifs est grande. Chapitre 6. La question juive. Juif, respire librement. Du temps des tsars et des seigneurs, plus d'une fois tu as été chassé de tes hameaux paisibles. Tu as erré loin de chez toi, sans tendresse, sans consolation. Tu es épuisé. Repose-toi et sois libre comme tous les autres peuples. C'est avec ces mots qu'en 1917, à Gouliaï-Polé, je me suis adressé aux Juifs. Quand de la foule on me lança, « Et vous, Nestor Ivanitch, comment considérez-vous tous ces Juifs avec qui vous siégez au comité de la ville ?» Et jamais je n'ai renié ces paroles. Jamais dans la suite des événements, ni dans mon activité révolutionnaire, je ne m'en suis détourné, comme Pierre s'est détourné. La lutte contre l'antisémitisme, le mouvement makhnoviste l'amènera inlassablement, à l'extérieur et à l'intérieur de ses rangs. Car il y aura, les chiffres exacts sont impossibles, près de 60 000 juifs massacrés pendant la guerre civile en Ukraine, qui fut l'une des plus féroces et des plus troublées. La voie vers la liberté, quotidien des insurgés révolutionnaires d'Ukraine makhnovistes, paraissant en 2 langues, ukrainien et russe. Numéro 42, prix 2,50 roubles, 3 roubles dans les gares. Le prochain congrès, pouvoir et non pouvoir, réunion au théâtre, réunion de chômeurs. Honte. Honte à ceux qui se laissent aller à maltraiter un juif. Honte à ceux qui se font passer pour makhnovistes et entachent l'honneur du mouvement. Honte à ceux qui le salissent au nom de leurs intérêts. Signé Voline, l'ancien étudiant juif et libertaire, qui sera un temps responsable de la commission culturelle makhnoviste. Au Père Lachaise, sa plaque funéraire jouxte celle de Nestor Makhno. L'accusation d'antisémitisme fut et reste une des plus pernicieuses de toutes celles qui ont visé et visent le mouvement makhnoviste. Nestor Makhno, anarcho, bandit antisémite. Ce qui fait de lui et de tout son mouvement pour tous et tous les bords, non pas un ennemi, mais une nuisance. Pour l'instant, tout est simple et infiniment dangereux à la fois. L'occupant imprime ses propres billets de banque dans une langue qui est aussi souvent celle des propriétaires qui reviennent, tuent, brûlent, détruisent, saccagent. Il faut libérer l'Ukraine. Des premiers groupes de résistants se forment, sans lien les uns avec les autres, chacun menant ses propres actions sur son propre terrain. Тут, в 1918 році, відбулося об'єднання 2 загонів. Загона місцевого матроса Чорноморського флоту Щуся, який мав у своєму складу невеликий загін, і загін Нестора Івановича Махна. Ну, а щось він порозказував. Це ж по розказу, значить, він був у Кронштадті. Його послали як революціонера. Ну і він нас обирав, їх 12 чоловік. А вони розсипались по вулицях, по 7 там чоловік. І ото на конях, як підняли крик, стрілянину, така й стрійця, це тут були дерев'яні мости, як кинулись тікати. А наші мужики всі, хто що попав у руки, і, ну, той дрючину, той лопату, той вила, і оце гнали тут, в річці тікали, в річці вбивали. C'est au soir de cette première victoire de partisans que les paysans donnèrent à Makhno le nom de Batko, le père, et le mirent à la tête du mouvement insurrectionnel. Він як батько захищав людей наших. А хто знає? Ну, захищав взагалі свободу всю. А хто знає чого? Сказали батько всі. Батько Махно. C'était étrange et bouleversant pour moi d'entendre Batko Makhno et non camarade, ou parfois même camarade Batko Makhno. Et cette épithète colla à mon nom. Il se passait de paysan à paysan, d'enfant à enfant, et les mots Batko Makhno sont devenus inséparables. Avec un étrange respect et un amour que j'avais du mal à comprendre, et une fierté, il allait se répandre, de village en village, sur presque toute la rive gauche ukrainienne. Il était repris par des insurgés et des groupes qui se faisaient appeler bataillon Batko Makhno,
sans même que j'en entende parler, sans même que je les connaisse. Їде Махно, тачанку їде, в шапці, гармошка грає, а пацани, вервечка ціла, біжить за ним. А він грає на і кавалерія, ну пацани, ми знаємо, що і кричать це. On marie la fille du fermier, qui est sous le voile. Macno est sur le marché, où est-il? Jusque dans les oreilles du lapin. Macno sait tout, il est partout. Il porte jupe et perruque, il est si petit. Il entend tout car on lui raconte tout. Jusqu'au fond du verre de kvass, où attend le message « Qui m'a vu, m'a bu ». Signé Nestor Macno. À Goulier-Pouille, les groupes partisans affluent. L'un des plus importants venant du sud sera celui du cheminot, Victor Bellache. Victor Bellache, aux côtés de Nestor Macno, prendra la responsabilité de fédérer cette armée composite et d'en préserver autant que faire se pourra les principes fondateurs. Autodiscipline, volontariat et le choix des responsables. C'est la deuxième photo souvenir, celle de la mise en scène d'une histoire dont chacun peut devenir le personnage possible. Révolution en Allemagne. Les troupes d'occupation évacuent. À l'ouest, un nouveau pouvoir national se forme. À l'est, l'armée blanche avance. Au nord, les troupes bolcheviques se regroupent. Toute l'Ukraine forme un nœud inquiet, écrit Bellache. Est arrivé un temps sauvage et fou. Le temps du tir paysan de Goulier-Pouille, qui depuis toujours décline les histoires qui se transmettent. Il y avait 3 fils, le plus riche, le plus instruit, le plus hardi. Il y avait 3 chemins. À droite tu perds la vie, à gauche tu trouves la mort, tout droit par le fer et le feu périra. Мы называем его, и в народе называют дуб смерти. Под видом Махновщины здесь действовало много очень мелких, небольших местных бандитов. Не Махно робив, він і не бачив цього. Махно не бачив цього, а під його маркою оце таке робили і казали, це Махно рубає, а Махно знати цього не знав. Le temps où vont s'affronter sans plus aucune précaution ni nuance légende et contre-légende, selon la règle du coup par coup des dominos de la pose d'usine. Printemps 1919. Face à l'avance de plus en plus massive du général blanc Dénikine, première alliance militaire entre troupes insurgées et troupes bolcheviques. Le train à Goulier-Pouille amène les premières images du front. Les communiqués précisent les différences politiques et idéologiques entre les bolcheviks et les paysans makhnovistes sont considérées comme ne pouvant en aucune façon faire obstacle à l'union sur la base d'une cause commune. Les autorités bolcheviques laissent comprendre que les particularités du mouvement insurrectionnel doivent rester inviolables. Printemps 1919. Printemps de la première alliance entre gardes rouges et paysans insurgés. Et c'est pourquoi ces images-là existent, car les caméras officielles du service cinéma du front sont là. La caméra filme et soudain, так, пролетарии мира, да, идите вглубь своей души, и только там вы можете найти правду. Ну, примерно, ну там надо. Это... А сегодня для вас эти слова имеют какой-то смысл? Они не только сегодня, а и раньше вони имели для мене цей смисл. Тільки я не знав, що це мог сказати Нестор Іванович. А в душі воно у кожного у нас є.
А що це ви тут робите, хлопці? Готуємося. Готуємося до 1 мая. Se préparer pour le 1er mai cette année-là consista pour quelques-uns à se faire prêter par le kolkhoz une tachanka, des chevaux, pour faire défiler à Gouliaipole les mots de Nestor Makhno, lus dans les livres. Андрій Миколаївич, представтесь, хто ви, звідки ви? Гуляйполь. Як ви звуть? Бондаренко Андрій Миколаївич, 26-го года рождения. Сам місний Гуляйполе. Батьки тут жили, самі Гуляйполе. І ми проживаємо. Так, зараз ще хвости помий, хорошо. Bondarenko, comme Igor Bondarenko de la première photo souvenir, prise le 1er mai 1907, mais qui lui fut fusillé. Du kolkhoz à Gouliaipole, de la première photo souvenir à la dernière, celle de l'état-major de l'armée insurrectionnelle makhnoviste, ouvrière et paysanne, du temps de la guerre civile. Здесь я отыскал фотографию штаб батьки Махна. Сидит Нестор, жена его Галина Андреевна, начальник штаба Виктор Белаш, его брат Савелий Махно, Григорий Махно. Ils sont tous là, photographiés cette fois non chez le photographe, mais en pleine rue, ici, chez eux. C'est la 3e photo souvenir. Celle d'une histoire, écrira Makhno, où la liberté de chacun serait la responsabilité de tous. Et derrière la photo, le Gouliaipole de la commune de Makhno, telle qu'elle est restée dans la mémoire, et telle qu'elle transparaît dans les images des films, avec ses manèges, car il y en a eu, ses marchés, ses soirées de théâtre, ses chants, ses drapeaux noirs, les allées-venues des troupes allant au front ou en revenant. Et derrière ce Gouliaipole, la carte, dessinée à la main par Pierre Archinov, qui avait rejoint Makhno et ne le quittera plus. Zone d'influence du mouvement makhnoviste, qui va à partir de Gouliaipole s'étendre à toute l'Ukraine de l'Est, redevenant le champ sauvage d'une guerre civile, guerre de mots, bien plus que d'espace. Prolétaires du monde entier. Février 19. Attaque massive des Blancs. Les troupes makhnovistes sont envoyées tenir le front du Sud. À Gouliaipole, premier congrès du Soviet régional rassemblant les délégués de plus d'1 million d'ouvriers, paysans, insurgés. Nous refusons le dilemme entre le pouvoir d'un parti et celui d'un propriétaire. Une mobilisation générale mais volontaire est décidée pour relever les groupes qui se battent depuis des mois et assurer les semailles. Mars. À Kharkov se tient le premier congrès paysan de toute la Russie. Objectif, faire voter la nationalisation des terres. Le délégué de Gouliaipole prend la parole. Le problème de la terre est le plus dangereux. Il doit être considéré avec la plus grande précaution. Pour que le travail soit créatif, que les communes fonctionnent, il faut les aider, pas les désorganiser. Que les bolcheviks nous laissent 1 an. Avril. Les combats sur le front s'intensifient. 2e congrès du Soviet régional à Gouliaipole. Des délégués de 72 districts, représentant plus de 2 millions d'hommes et de femmes, prennent part au débat. À la fin du congrès, tombe une dépêche. Le congrès est déclaré contre-révolutionnaire et ses organisateurs hors la loi. Signé Dibenko, commandant de la division bolchevique. Réponse: peut-il exister des lois permettant à quelques personnes de mettre hors la loi un peuple plus révolutionnaire qu'eux? Signé le Conseil révolutionnaire de Gouliaipole. Makhno n'est plus à Gouliaipole, il est sur le front. Les armes promises n'arrivent plus, les hommes se battent à main nue, c'est une boucherie, écrit Makhno. Juin. Vu l'urgence, le Conseil révolutionnaire de Gouliaipole convoque pour le 15 un 3e congrès, appelant les délégués paysans, ouvriers, insurgés, soldats rouges. Paraît dans le journal officiel des Izvestia un article titré « La Makhnovtchina », signé par le président du Conseil militaire de la République, Léon Trotsky. La terminaison Tchina en russe est péjorative. Pour la première fois, le mouvement makhnoviste est qualifié de ramassis de bandits, assassins, pillards, petits propriétaires, contre-révolutionnaires. Makhno lance un appel. Frères, ouvrir un front à l'intérieur du mouvement révolutionnaire est un crime jamais encore accompli. Nous ne le ferons jamais. Tombe de Moscou l'ordre 1824. Si en avril, sous le mot d'ordre « Abat la Makhnovtchina », nous supposions la guerre d'idées contre les anarchistes, maintenant nous disons « Abat la Makhnovtchina »,
même si pour l'abattre, il faut utiliser le fer et le feu. Car en fait, ce que vise la mitrailleuse, ce n'est pas tant un ennemi commun, mais un signe typographique, le plus léger, le plus démuni, le tiret. Il était anarchiste-communiste. C'est le long de ce tiret que va galoper la cavalerie macnoviste pendant 2 ans, insaisissable sur toute l'étendue de la carte d'Archinov, où souvent elle fera basculer l'histoire. À la tête de cette armée, qui passe de la charrue au fusil, le paysan Nestor Makhno, dont les exploits, déjouant toutes les stratégies, toutes les prévisions, écriront l'épopée. Par 3 fois, face à l'ennemi commun, les Rouges proposeront l'alliance. Et par 3 fois l'ennemi repoussé, ils la dénonceront. Alliance impossible et en même temps incontournable. Car pour le mouvement ouvrier paysan macnoviste, aucune autre alliance n'est historiquement envisageable. La dernière alliance se termine ici, en Crimée, où les 2 cavaleries noires et rouges rejettent ensemble les troupes blanches du général Wrangel. Il n'y a plus d'ennemis extérieurs. La guerre civile est finie. Le lendemain, la cavalerie rouge prend la cavalerie macnoviste à revers, la sabre, fusille les délégués venant discuter d'une fédération possible. Février 21. Au nord, la commune des soviets libres de Kronstadt est anéantie. Lénine instaure la nouvelle politique économique. La nationalisation des terres est suspendue, les villages exsangues se détournent. Pendant 13 ans, je me suis battu pour une révolution sociale et je continuerai à le faire. Vous avez choisi de croire aux vainqueurs, c'est votre droit. Couturé de blessures, il passe la frontière et rejoint Paris. Il lui reste 13 ans à vivre. Le communisme vers lequel nous allions suppose la liberté de l'individu, l'égalité, l'autodétermination, l'initiative, la création et l'abondance. Nous avons formulé notre idéal de cette 3e révolution fondée sur la prise de conscience du peuple humilié. Nous avons eu l'occasion de jeter les bases d'une société sur les principes anarchistes. Mais ceux que nous avions en face de nous ne nous en ont laissé ni le temps, ni l'espace. Ils ont transformé la lutte des idées en combat entre les hommes. L'armée macnoviste n'est pas une armée anarchiste. L'idéal de vie anarchiste ne peut être défendu par une armée, quelle qu'elle soit. En ce qui concerne l'édification et de la conscience et de la création, elle est absolument impuissante et néfaste. Mais chaque macnoviste est un anarchiste possible. Et quand la guerre sera finie et qu'il rentrera chez lui, un bâtisseur du futur. Merci à tous.